comme chaque dimanche matin, nous nous intéressons donc à un thème de société qui vous concerne. Aujourd'hui, nous parlons du monde du travail et d'un phénomène qui pourrait devenir l'un des maux de ce 21e siècle, le burn-out ou l'épuisement professionnel. Une personne sur 3 l'aurait déjà expérimenté en France, selon une enquête de la CFDT. Le burn-out touche tous les milieux professionnels, privés ou publics. Alors, comment détecter les signes avant-coureurs? Comment le soigner, éviter qu'il ne se reproduise? Pourquoi ce mal s'est-il développé ces dernières années? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos 4 invités. Anne-Claire Baudry, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu un burn-out en 2014. Aujourd'hui, vous avez changé d'activité et vous dirigez une structure autour du bien-être. On en parlera dans cette émission. Grégory Hugues, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué du syndicat SGP Police, un secteur qui est fortement touché par l'épuisement, par le suicide aussi. Il en a d'ailleurs été question cette semaine au ministère de l'Intérieur. On en parlera également. Philippe Bonneau, bonjour. Vous êtes directeur de l'Association pour l'amélioration des conditions de travail en Limousin, une association paritaire qui fait de la formation notamment autour du burn-out. Enfin, docteur Johan Julie, vous êtes médecin du travail pour l'AIST, l'association interentreprise pour la santé au travail en Corrèze, et vous travaillez donc autour des risques psychosociaux. Merci à tous les 4 d'être avec nous sur ce plateau. Grégory Hugues, vous êtes syndicaliste dans la police, donc le burn-out, les risques de suicide, il en a été question cette semaine, il en est question en ce moment. C'est vraiment prégnant chez vous? Alors c'est dans l'actualité, c'est dans le moment, mais c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait des mois et des années qu'on le dénonce. Moi, ce qui m'interpelle dans ce reportage, c'est que je connais pas cette personne, mais elle pourrait tout à fait être fonctionnaire de police, parce que c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes symptomatiques, c'est les mêmes origines, c'est la même souffrance. Et quand vous dites tout à l'heure, madame, ça me frappe aussi, parce que j'ai entendu cette phrase des enfants qui disent à leurs parents, mais tu n'es jamais heureuse. Ben nous, les enfants, ils disent à leur papa, à leur maman, tu n'es jamais là, tu es jamais heureux, tu es toujours absent. Est-ce que tu es mon papa? Est-ce que tu es ma maman? Tu n'es jamais là. Et c'est ça. Et ce que j'entends ici, je l'entends partout dans les commissariats de police, partout en France où je vais, il y a la même souffrance, il y a ce problème. Et quand on parle des enfants, c'est un lien important, c'est la famille. Nous, c'est ce qu'on dit pour nos policiers. Nous, on va les voir. Nous, on n'invente pas les solutions. On va vers les gens, on leur dit de quoi vous souffrez, qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui serait mieux pour vous, comment vous en sortir. Et ils nous disent tous, je veux retrouver ce lien avec la famille, je veux retrouver mon conjoint, je veux retrouver mes enfants. Et il faut rappeler que les policiers n'ont qu'un week-end sur 6 avec leur famille. C'est ça tout l'enjeu de la lutte aussi actuelle. Aujourd'hui, les policiers en France n'ont qu'un week-end sur 6. Ça fait réagir tout le monde sur ce plateau d'ailleurs, c'est tellement peu. Et ce qui surprend doublement, c'est qu'aujourd'hui, les policiers se battent pour avoir un cycle de travail différent qui leur permettrait d'avoir un week-end sur 2. Si vous dites à l'ensemble des Français, vous allez travailler un week-end sur 2, mais ils vont crier au scandale, ils vont manifester. Nous, ils vont sabrer le champagne, les policiers. C'est simple. Quand vous avez un week-end sur 6, vous faites pas les barbecues chez la belle-maman, vous emmenez pas vos enfants au théâtre, vous les emmenez pas au cinéma, vous allez pas au sport, vous êtes en repos, vous, le mercredi et le jeudi, ou le jeudi et le vendredi, quand les gens travaillent. Votre conjoint n'est pas à la maison, vous ne voyez plus votre conjoint, plus vos enfants. Gérard Collomb a reçu les responsables cette semaine autour de ces questions. Est-ce qu'il a des réponses à apporter? Est-ce que cette organisation, elle est faisable, elle est possible? Et qu'est-ce qu'on vous dit? J'aurais une double interprétation de tout ça. J'ai envie de dire, oui, on nous a reçus pour nous écouter, mais pourquoi aujourd'hui? On ne devrait pas être aujourd'hui à se dire, mais quels sont vos problèmes? Les problèmes, on les fait remonter depuis des années. Et les syndicats, tous les syndicats confondus, les connaissent, les solutions. C'est une reprise de la vie normale des policiers. Ils veulent avoir une vie sociale. Et ça veut dire qu'il faut des recrutements? Ça veut dire qu'il faut changer l'organisation? Mais au-delà des recrutements, vous savez, qu'on soit 100 000 ou 200 000, si les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut réformer en profondeur notre système policier, notre mode de fonctionnement. Il y a plein de choses à faire. Déjà, premièrement, réformer le système de management. C'est plus possible. C'est plus possible. On parlait de culture du résultat, M. Bonneau l'évoquait, c'est quelque chose qui vous parle? Nous, on appelle ça la politique du chiffre et la bâtonnite. Et celui qui vous dira que la politique du chiffre a disparu depuis Manuel Valls est un grand menteur. Permettez-moi de vous le dire, la politique du chiffre, elle est tous les jours sur les bureaux des policiers. On vit dans les statistiques et dans les chiffres. Je vais vous donner un exemple parlant. J'étais cette semaine au ministère de l'Intérieur, ce qu'on appelle nous la DRCPN, la Direction Centrale. On évoquait les problèmes de suicide et on nous a ressorti des statistiques. Les chiffres disaient que, oui, alors il y a moins de suicides chez les policiers français que chez les policiers espagnols. Vous parlez humain, on vous répond chiffres. On nous répond chiffres en permanence, comme si c'était une culture normale, un mode de fonctionnement. Et ça suffit. Les députés ont voté cette semaine le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires. Alors concrètement, ça veut dire que dans le public, le premier jour d'arrêt maladie n'est pas rémunéré. Est-ce que ça risque d'aggraver les choses? Je me tourne vers vous, Grégory Hugues. Ça risque surtout de stigmatiser à nouveau les policiers. C'est-à-dire qu'on hésite à s'arrêter, quoi. Mais non, mais c'est ça, mais l'image que ça donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le policier, il avait un traitement de faveur, donc il était plus malade que l'autre. C'est une façon aussi de dénigrer un peu ce malaise policier. C'est une façon de montrer du doigt, c'est pas la solution qu'on attend. On disait que tout à l'heure, pour nous, le début de la fin, c'était d'essayer de calquer le modèle privé dans le public. Vous le disiez justement tout à l'heure. On a une mission de service public. Comment quantifier le ressenti des gens sur le service public avec des chiffres? C'est pas possible. On a transformé, nous, l'administration, le système, alors les gouvernements,
gouvernements successifs, c'est pas une opinion politique, ils ont tous une part de responsabilité. On a transformé nos chefs de service en directeurs de centres commerciaux. C'est-à-dire que maintenant, ils ont des objectifs de rentabilité, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, il faut que ça aille vite. Mais ça, c'est pas possible. Dans le témoignage de cette dame tout à l'heure, elle disait qu'on lui reprochait d'avoir trop d'empathie, qu'elle était trop gentille. Ça me rappelle le dossier d'une collègue qui était en burn-out, qui recevait des gens à longueur de journée, à qui on disait, mais vous recevez les gens trop longtemps pour prendre les plaintes. Il faut aller plus vite. Mais elle disait, mais les gens sont en souffrance, ils sont dans l'attente d'une réponse, de la compassion, de l'écoute. On lui disait, mais non, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour que ça aille vite, parce qu'il y a une charte d'accueil du public qu'on a mis en place. Il faut que ça aille vite. Les gens ne doivent pas attendre. Alors le service, il n'est pas au rendez-vous, mais il faut que les chiffres soient bons. Et nous, nos directeurs, nos commissaires, ils fonctionnent avec des chiffres. Ils ont des curseurs de variabilité, d'ajustement. Et quand à la fin de l'année, tous les voyants sont en vert, eh bien la prime, elle tombe. C'est ça la vérité. La prime tombe. Mais pour que la prime tombe, il faut que les gens, les ouvriers, les petites fourmis qui sont en bas, que sont le CEA, donc les gradés, gardiens et adjoints de sécurité de la police, travaillent et donnent du chiffre. Quand vous dites, mais je suis fatigué, je peux plus, j'y arrive plus, le commissaire, il va pas se dire, oh, il est pas bien, il faut que je m'occupe de lui, le pauvre, il a des enfants, il a une famille, il se dit surtout, voilà, ça pour mes chiffres, c'est pas bon. Alors, il vous laisse au travail. Il n'y a pas ce système d'empathie, de connaissance, il y a plus d'amour, en fait. Voilà. Il n'y a pas d'amour. Alors, c'est bête ce que je vais dire. C'est il n'y a pas pas bête, d'amour. non. Mais non, il n'y a pas ça. Il y a plus ce visage humain. On est complètement détaché. Vous voyez, on fait une proposition qui est toute simple. Nous, on propose, au niveau de notre syndicat Unité SGP Police, que nos commissaires, avant de devenir commissaires et de diriger tout le monde, fassent un passage par la base. On propose que dans leur cursus, alors je ne veux pas leur enlever leur salaire, attention, je sais qu'ils sont sensibles à ça, ils pourraient avoir leur salaire de commissaire dès le départ, mais partager, je ne sais pas, quelques mois, 1 an, 2 ans, dans les différents grades avant d'y arriver. Et ça, je peux vous dire que ça marche, parce qu'on a un exemple concret. Je ne citerai pas de nom, mais un commissaire de Corrèze, qui est passé, lui, par les différents grades, est arrivé il y a quelques mois sur son poste, et tout le monde, pour l'instant, s'accorde à dire qu'il a un visage humain, il a une compréhension, il appréhende, et quand il nous parle, on a l'impression de travailler un collègue de travail qui a des responsabilités, qui a son rôle hiérarchique, mais un vrai policier. C'est ça qu'on veut retrouver. Oui. Grégory, Hugues, je vous laisse le mot de la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez concrètement pour que ça aille mieux dans votre secteur ? On attend, nous, une vraie prise de conscience. Les belles promesses, ça suffit. Ça suffit. Il faut une vraie prise de conscience. On veut pas accuser les gens, on veut pas les pointer du doigt, on veut pas rechercher les responsabilités. Aujourd'hui, on n'en est pas là parce que beaucoup ne cherchent pas à apporter de solution parce que de peur de devoir dire mais le problème existe et j'ai ma part de responsabilité. Il faut passer au-dessus de ça. Il faut être plus intelligent parce qu'aujourd'hui, toutes les semaines, on a un policier qui se met le pistolet dans la bouche et qui se tire une balle et qui s'explose la tête. C'est ça la vérité. Et qui laisse derrière lui une femme et des enfants et des collègues endeuillés et des familles. Il faut regarder devant. Il faut dire voilà, on en est là aujourd'hui. On fait un bilan. Puisqu'après tout, on est dans un système politique aujourd'hui où on a des nouveaux arrivants. On veut faire autre chose. On veut changer. C'est l'occasion. C'est l'occasion de le faire. Trouvons des solutions, oublions, faisons table rase du passé et avançons, sauvons des vies, sauvons des familles. Merci et beaucoup. redonnons une vraie sécurité aux Français en même temps. Ce sera le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé.